Bienvenue sur la chaîne 1 mètre aussi fou. C'est dans le décor du musée du catch de Béziers que Rémi Soulier nous a accueillis pour une interview exclusive. Bonjour Rémi Soulier. Bonjour. Fondateur de l'ABC, l'association biclaroise de catch. On est le 20 juillet 2025, le lendemain du gros show, le Festival international de catch de Béziers. Tout à fait, c'est le 15e. Le 15e. L'association a 19 ans et 15e festival. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous présenter l'ABC, combien il y a d'élèves dans l'année, combien il y a de membres, et sur un gros show comme ça, est-ce que tu amènes tout le monde autour de toi, est-ce qu'il y a des gens en plus qui viennent donner un coup de main? Alors l'association biclaroise de catch existe depuis 2006. Donc oui, ça fait 19 ans qu'on est là, avec donc, notre école de catch qu'on a à Béziers. Là, on va commencer à se développer davantage, puisqu'à partir de septembre, on sera aussi avec une école de catch à Montpellier. Donc c'est un nouveau défi pour nous. Et oui, l'association, on a une quinzaine d'élèves réguliers. Donc là, un effectif qui devrait gonfler par rapport à Montpellier. Et de belles perspectives pour l'avenir. Et à Montpellier, tu as prospecté déjà, tu as fait les forums des assos sont pas encore passés, mais est-ce que tu sais, tu as un nombre de personnes qui sera à l'école? Alors on a déjà des personnes bien sûr qui sont intéressées, qui nous ont écrit, on a déjà fait plusieurs annonces sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de gens qui sont d'ores et déjà intéressés. Après ouais, ce genre de manifestation comme le forum des associations, c'est quelque chose auquel on va participer là au mois de septembre. Et c'est pile poil justement à la période où les cours vont débuter. Donc c'est vrai que c'est un défi nouveau pour nous et on va voir ce que ça donne. On est très confiants parce que Montpellier c'est quand même une ville très jeune avec énormément d'étudiants et la demande est forte. Ouais. C'est bon, de toute façon il n'y a plus les Karabatic, donc le handball fera plus concurrence. Et quel coach là-bas et quel coach ici? Alors ici c'est l'OSBAT qui encadre. Là-bas donc ça sera Lucas Toumazé de l'équipe des Franco-Portugais qui va encadrer et aussi épaulé par Mathieu Ford qui est lui-même de Montpellier. D'accord. Lendemain de ce festival, qui a 4 jours avant a déménagé des arènes de Montpellier à une salle à gymnase Four à chaud, c'est ça. Et les arènes de Béziers, les arènes de Montpellier. Déjà plus, je me projette déjà. Sauf qu'il n'y a pas d'arène. Il n'y a pas d'arène à Montpellier, ouais, c'est soit le Zénith ou soit l'Arena, éventuellement. Est-ce que tu as eu peur, est-ce que vraiment ça a pesé aussi sur le fait de passer des arènes à un gymnase? Alors disons que quand on a vu la météo en début de semaine, on a été assez inquiet parce que le samedi était annoncé comme particulièrement pluvieux et orageux. Donc en fait on avait plusieurs options, soit celle qu'on a choisie, c'est-à-dire de délocaliser dans une salle quelques jours avant, parce que c'est pas quelque chose en fait qu'on aurait pu faire le jour même ou la veille, parce que bon, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il y a toute une organisation derrière, il y a des normes de sécurité à respecter, etc. Puis la ville qui apporte tout un soutien logistique et technique, pareil, ça ne peut pas se faire au dernier moment. Soit on restait comme ça, on le maintenait comme ça aux arènes de Béziers, avec le risque que ça comprenait de devoir l'annuler à la dernière minute, ce qui aurait été très dommage. Et on a fait le choix plutôt de la sécurité. Donc certes, après il n'y a plus finalement que le matin. Mais ça aurait été quand même, je pense, problématique parce que justement l'installation se fait le matin à 8h du matin et là c'était le déluge à 8h du matin. Donc on n'aurait pas pu installer le ring, les gradins auraient été dans un état lamentable. Donc je pense que malgré le fait qu'il faisait beau dans l'après-midi et dans la soirée, le gala aurait quand même été annulé et ça aurait été très dommage. Donc pas de regret d'avoir pris cette décision. Et vous aviez déjà ça en tête, quand vous prévoyez, vous avez déjà ça en tête, il fallait appeler la mairie au dernier moment? Disons que là, c'est vraiment qu'on a vu la météo en début de semaine, qu'on a appelé la mairie aussitôt, on s'est concerté avec eux, on leur a dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire, et on a pris la décision ensemble. Ok. Et quel est le bilan de ton côté, nombre de gens, les gens est-ce qu'ils sont contents et les retours sur le show d'hier? Alors les retours très positifs, que ce soit du public comme des catcheurs, les catcheurs bien sûr adorables. La plupart des gros noms on les a déjà eus, que ce soit PG Black, Mickey James ou Timo Dragon, et c'est pour ça qu'on les fait revenir, c'est parce qu'ils sont aussi adorables. Voilà, disons que je ne privilégiais pas forcément, on va dire, le talent du catcheur, bien que ces catcheurs-là soient tous très talentueux bien sûr.
Mais à l'ABC, on a plus un esprit vraiment pour le coup de famille. Et on a tendance à s'attacher aux gens. C'est vrai que les gens comme Ultimo Dragon et Mickey James, c'est toujours un régal de les avoir. Déjà bien sûr parce qu'ils sont très talentueux sur le ring et pour leur nom, mais aussi parce que ce sont vraiment des gens très agréables et très adorables dans la vie. Donc bilan très positif vraiment à tous les niveaux, le public, on a vu qu'ils étaient enchantés, ravis, bon, comme chaque année. Mais c'est vrai que voilà, de voir pas mal de gens qui viennent me voir à la fin du show pour me remercier en disant voilà, merci pour tout ce que vous faites, etc. C'était génial, on revient l'an prochain. Je pense que voilà, on ne peut pas avoir mieux. Ah, ça fait chaud au cœur. C'est ça. Et puis oui, la salle était, il y avait des gens qui avaient des t-shirts de catch, il y avait des gens qui ont peut-être connu le catch de l'époque des affiches que tu as dans le musée, et des gens qui, c'est leur sortie du samedi soir. Vraiment, c'est ce public qui arrive à mélanger tout le monde. C'est ça, tout à fait. C'est un public divers et varié, avec aussi bien des fans de catch, des habitants de Béziers qui sont un peu curieux, donc qui nous suivent mais qui ne sont pas des gros fans, des personnes aussi plus âgées qui ont connu le catch français à l'époque. Et c'est vrai que cette mixité, moi je trouve ça génial et il y a à chaque fois une ambiance exceptionnelle et ça reste dans une ambiance surtout très familiale à l'image de notre association. Il y a l'image de Mickey James qu'on a vu pendant 2 jours dans les rues de Béziers en petite famille et qui a l'air d'avoir adopté la ville et l'ABC. Tout à fait, Mickey James, voilà, c'est la 4e fois qu'elle vient, dont la 3e en famille avec son mari et son fils. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il passe plusieurs jours à Béziers pour visiter, passer vraiment des vacances, puis après sur la Côte d'Azur. Ultimo Dragon, c'est pareil, c'est la 3e fois qu'il vient à Béziers. Et chaque fois, c'est un régal pour lui de venir chez nous. Il m'a accueilli au Japon aussi, également l'an dernier. Très grand honneur, je ne m'y attendais pas du tout, surtout que je lui avais même pas dit que j'allais au Japon. Donc c'est quand il a vu que j'étais au Japon qu'il s'est démené pour me voir et m'accueillir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que les gens, même du milieu, des gens du milieu qui me disent mais comment tu as fait pour être reçu par Ultimo Dragon? Et quand je leur dis je n'ai rien fait, ça les étonne, voilà. Je leur dis il m'a accueilli parce qu'il savait, il a su par hasard que j'étais là. Mais voilà, ce sont d'excellents souvenirs et des gens vraiment très sympathiques et c'est un régal de les avoir. Quand on est entier, les gens répondent. C'est ça, voilà. Je pense que le fait qu'eux le soient et nous aussi, et je pense qu'ils ressentent aussi cet esprit familial au sein de l'association et c'est ce qui leur plaît également. Et je pense qu'ils prennent nos galas comme relativement légers, sérieux bien sûr. Repas avec une ceinture. Bien sûr, mais voilà, quand même avec légèreté dans le sens où il n'y a pas à l'ABC, il n'y a pas de pression, on va dire, au niveau du booking, je pense. Les bookings sont relativement simples, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas non plus énormément d'instructions, on ne leur donne pas de contraintes surtout. Et je pense que ça, c'est très apprécié des catcheurs, la façon dont on travaille. 2026, c'est aussi les 20 ans de la sauce. Et donc, est-ce que tu as déjà tout le plan complet pour l'année prochaine? Comme je l'ai annoncé hier, j'aimerais faire revenir certains noms qui ont marqué l'association Mitterrand de catch. Bon, ça passe déjà par toute une partie qui était là hier, et que ce soit les champions, bien sûr, Tom Larufa, Mickey James, justement, qui est là maintenant chaque année, Ultimo Dragon. Je pense aussi notamment à Gay Kim, qui est venu qu'une fois, mais qui a été champion dans l'ABC. Donc voilà, des noms comme ça aussi, Chavo Guerrero, qui est venu 2 fois. Donc après, est-ce que j'arriverai à réunir tous ces gens? Je ne sais pas. Déjà, ça va dépendre de leur calendrier. Après, je sais que Gay Kim, je parle toujours avec elle, elle ne souhaite plus catcher. Donc je ne désespère pas qu'elle change d'avis, puisque elle a une très bonne forme, une très bonne condition physique. Je pense qu'elle a à peu près le même âge que Mickey James, c'est-à-dire 45 ans. Quoique peut-être un peu plus, je pense que Mickey James, que Gay Kim, approche de la cinquantaine, mais elle est en parfaite forme, donc sur le principe elle peut catcher, mais elle ne le souhaite pas, donc à voir. Après ça n'empêche pas peut-être qu'elle soit présente quand même, et je pense notamment aussi à Joe Lissin, bien sûr, qui a catché aux arènes de Béziers, qui doit avoir maintenant plus de 82-83 ans, mais qui... toujours un nom.
Voilà, donc s'il peut être là à la table des officiels, en tout cas c'est ce que je vais lui demander. Ah oui, la demande est lancée. Voilà, Oui. c'est ça. Là, on va revenir un petit peu à toi. Donc, tu chapeautes toute l'ABC et sur le ring, tu es le monsieur loyal, l'annonceur. Et dans ton livre, Les Dessous du catch. À la découverte du À la catch. découverte du catch. Tu te présentes comme étant extrêmement timide dans la vraie vie. Est-ce que ça t'a changé du tout au tout maintenant en 19 ans de catch? Je pense que je suis quand même moins timide qu'avant, oui. Après, je pense que je suis toujours quand même relativement très réservé, mais avant c'était vraiment une très forte timidité. Voilà. Mais après, je pense pas que j'étais prédestiné à faire annonceur. C'est Salvatore Bellomo, un catcheur belge, qui en 2008, quand on faisait nos premiers galas, qui me disait il faut que tu fasses quelque chose pendant le gala. Bon, du coup, pas catcheur, mais voilà, soit annonceur, soit manager. Donc, du coup, ça a été annonceur. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose je pensais pas que j'étais prédestiné à ça de base. Donc j'ai fait ça une fois, puis deux, et après, au fil des shows, ça allait de mieux en mieux. Et je pense que oui, ça m'a effectivement un petit peu aidé, même dans la vie. Et justement, dans la vie, quelle est la place de l'ABC? Est-ce que tu mets ça en numéro 1? Est-ce que c'est une soupape par rapport à une vie de boulot et d'homme? Voilà, c'est quoi? Alors pour moi, déjà je suis multi-activité, donc j'ai l'association Mitterrand de Catch d'un côté, j'ai l'association Otaku Timerka de l'autre, j'ai ma boutique Pokestore au milieu, donc je m'occupe des trois, et je serais tenté de dire que je mets les trois en numéro 1 parce que je m'occupe des trois en fait au quotidien. C'est-à-dire que mes journées sont très larges et bien remplies. Je commence la journée souvent par une séance de sport en général, pas tous les jours mais presque. Ensuite je viens ici au musée du catch où je travaille justement pour l'association Mitterrand de catch à faire les emails, les demandes, les ceci, les dossiers, tout ça. Ensuite je vais ouvrir ma boutique. À la pause entre midi et 2, c'est pas vraiment une pause parce que justement je reviens au musée du catch pour manger devant l'ordi en train de continuer les emails, etc. Que ce soit pour l'association de catch comme l'association Otaku. Et après je retourne à la boutique. Oui. Donc je m'occupe des trois vraiment au quotidien, pour le coup. Et tu arrives à éditer des livres de poésie aussi entre-temps? J'ai notamment un livre de Deadmas, mais après c'est pas vraiment de la poésie, c'est un recueil de nouvelles. Ah oui, Donc rien à voir avec la poésie. Des aphorismes sur les animaux? Si, oui, les animaux, oui, tout à fait, c'était le tout premier, il y a un moment. C'est ça. Oui, ça c'était le tout premier bouquin avant la découverte du catch, donc ça va être en 2009, je crois. Après, il y a eu la découverte du catch en 2010. Le livre de Deadmas, c'était récemment, il y a 2 ans, il me semble. J'ai écrit un livre aussi sur Harry Potter. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Mais c'est vrai que oui, j'ai tellement une vie bien remplie avec multi-activités que je me perds entre ce que je fais, mais ça fait beaucoup de choses à penser. Je ne me vois pas travailler pour un patron, alors que je peux le faire, j'ai déjà fait d'ailleurs, sans qu'il y ait aucun problème. Mais moi je me vois vraiment avoir la vie que j'ai actuellement, c'est-à-dire multi-activités, avec toutes mes passions, puisque ma boutique aussi, je vends que du Pokémon, donc c'est aussi une de mes nombreuses passions. L'association Otaku Timerka, c'est autour de ça justement, manga, Japon, jeux vidéo, Pokémon, et je lis tout ça un petit peu ensemble. Et d'ailleurs le livre de Deadmask, Deadmask c'est un catcheur de l'association Mitterrand de catch, mais dans les textes qui sont écrits dedans, ça mêle aussi tout cet aspect geek manga, en plus du catch. Justement, l'ABC est aussi présent sur les conventions et avec le show cosplay. Ça vous ramène d'autres personnes, ça vous fait rentrer dans une bulle aussi on disait que c'était des publics de niche avant, maintenant la niche explose. Et ça apporte une autre dimension à l'ABC. Oui, disons que les shows cosplay justement qu'on fait au cours des conventions de Otaku Timerka, c'est un public complètement différent, c'est un public vraiment de jeunes qui est passionné par les mangas, la culture japonaise. Et de faire ces shows cosplay avec Mario qui se bat contre Deadpool, etc.
ça change. Bon, ça change déjà au niveau de l'aspect catch, mais aussi au niveau de ses conventions, manga, etc. Parce qu'ils ne voient pas forcément du catch dans ce genre de convention. Et quand ils en voient, c'est pas du catch cosplay, justement. Donc c'est vrai qu'à ma connaissance en France, on est les seuls à faire des matchs Mario contre Deadpool ou Captain America contre Indiana Jones. Et c'est quelque chose qui plaît à ces gens-là. Et quand ils nous font des retours, là c'est plus pour la partie justement association Otaku Simerka, ils nous disent voilà, qu'on va dans des conventions, on voit tout le temps plus ou moins la même chose. Et là c'est vrai que chez vous, on a le catch cosplay. Donc c'est bien. On va aussi s'étendre là-dessus. Au niveau des shows, sur le livre, tu disais une dizaine de shows par an, mais le livre a déjà 9 ans. Est-ce qu'on a, 10 ans. Est-ce qu'on a encore ce rythme de 10 shows par an? Est-ce que ça augmente? Alors ça a augmenté en 2019. En fait, ça dépend des années. En 2019, on était monté à 25. On était dans ces eaux-là aussi, je pense, en 2021 ou 2022. Là 2025 c'est un petit peu plus compliqué, mais après c'est pas forcément lié au catch, c'est peut-être lié au contexte économique. Par exemple l'été on fait pas mal de camping, on sait que l'été dernier les campings ont eu 30% de fréquentation en moins en moyenne, et que du coup ils font beaucoup plus attention cette année à leur budget animation. Ils avancent pas là-dessus. Ce qui se traduit pour nous par moins de shows dans les campings. Donc ça dépend vraiment d'une année sur l'autre. Voilà, là cette année on est plus effectivement revenu à une dizaine, allez peut-être quinzaine vu qu'on a quand même les shows cosplay sur les conventions. Mais oui, je pense qu'il y a peut-être 2-3 ans, entre les shows des campings, les shows des conventions, on était largement une grosse trentaine, voire pas loin d'une quarantaine. Ça fait du boulot. Parce qu'à côté de ça, il faut démarcher les villes, il faut démarcher tout le monde. Il faut préparer les galas, il faut avoir la technique et tout ça. Ça fait du boulot, j'imagine. Dans le catch français, dans le catch et la France, parce qu'entre le catch français et le catch et la France, c'est aussi, il y a deux choses différentes. Il y a eu, il y a une petite vingtaine d'années, la génération Catch Attack. Avant, il y avait la génération Puissance Catch et la fin de la WWF sur Canal. Il y a eu une période qui a laissé où il n'y avait quasiment plus rien, avec les survivants qui suivaient encore le catch. Là, ça remonte avec les réseaux sociaux, des streamers catch, voire catch français, et par aussi des gros noms, Mila Smith, Tom Laroufa, Senza, et le Blanc compagnie, bref. Comment tu vois, t'as vu ça, cette évolution dans le catch français, et pour toi il en est où? Écoute, Jean-Corne me disait que le catch a tout le temps été, des vagues, et je pense que c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Donc bon, comme l'ABC, ça fait 19 ans qu'on est là, on a déjà vécu, mine de rien, plusieurs hauts et plusieurs bas. L'époque de catch attack, je pense qu'on en a peut-être pas assez profité, ou du moins on n'a pas su peut-être en profiter de la meilleure façon qui soit. Parce que là c'est vrai que j'ai évoqué le fait qu'il y a 2-3 ans on avait 40 shows dans l'année. Au cours de la génération catch attack, on avait le catch à NT1 à 20h50. On avait des shows mais on n'en avait pas 40 pour le coup. Donc c'est pour ça que je pense qu'on n'en a pas assez profité, qu'on n'a pas su en profiter comme il fallait. Et pas que nous d'ailleurs, hein. Je pense aussi peut-être les autres, même si je ne sais pas comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Mais je pense que de manière générale, le catch français, on n'a pas su en profiter comme il fallait pour en tirer le meilleur parti. L'hommage à ton père qu'on a eu hier, tu as vraiment montré et monté au fil des années l'idée d'héritage aussi. Oui, pour nous c'est très important, déjà parce qu'on a le musée du catch ici bien sûr, donc forcément que l'héritage pour nous c'est une question importante. Mais ensuite voilà, Jean-Corne et Max Soulier sont vraiment des personnes qui sont les piliers fondateurs de notre association, qui ont tout fait pour notre association pour qu'elle vive, se développe. Donc pour nous c'est vraiment ultra important que cet esprit-là et cette culture-là même reste, quoi. Et justement, ouais, ce musée unique du catch,
T'en as trouvé depuis ailleurs ou pas? Alors en France, non. En Europe, je ne crois pas non plus. Je ne sais plus si j'ai entendu qu'il y en avait un aux États-Unis ou au Canada à fouiller. Mais voilà, on n'est pas 50 000 dans le monde. Comment t'as trouvé la salle? Tes parents étaient dans la brocante, donc est-ce que t'as profité de réseau de brocante pour trouver ces affiches et les compagnies, ou comment s'est fait la collection? Alors, bon, déjà les affiches, ça n'a rien à voir avec la brocante pour le coup. C'est vraiment les anciens catcheurs eux-mêmes qui nous les ont données, comme Jean Corne notamment. Et je pense aussi notamment à Bob Plantin, qui est de la génération de Jean Corne, qui s'occupe de l'association des... ça s'appelle l'ALPRA. Je crois que ça veut dire l'association des lutteurs professionnels en activité, retraités ou en activité, je crois que c'est ça, et ce que veulent dire les initiales. Donc c'est une association qui regroupe tous les anciens catcheurs ou les familles d'anciens catcheurs malheureusement décédés. Et c'est vrai que du coup Bob Plantin avait chez lui des caisses entières d'affiches et de photos. Donc c'est vrai, la plupart en fait des photos et des affiches présentes ici sont issues de sa collection et qui sont issues d'elles-mêmes des anciens catcheurs. L'association t'attendait, on dirait, pour qui est un local et qui est quelqu'un qui ose. Voilà, c'est ça. Et Bob Plantin avec son association a carrément salué grandement cette initiative. Et plutôt que les affiches dorment chez lui dans sa cave, voilà, il nous les a offertes pour qu'on les expose ici et qu'on en fasse profiter aux gens. Et le local, donc simplement, en fait, avant on était dans un local qui était à l'arrière de la brocante, à Villeneuve-les-Béziers, où on avait le ring et tout ça là-bas. Il a fallu qu'on parte de ce bâtiment où on était là-bas, donc il nous fallait trouver un nouveau lieu pour les entraînements de catch. On a eu l'opportunité d'avoir cette salle bien située en centre-ville de Béziers et assez grande. Et là, quand on a visité la salle, on s'est dit, bon ben voilà, s'il y a plusieurs pièces, etc., donc on pourra faire aussi le musée du catch, qui était un projet qu'on avait en tête, mais qu'on ne savait pas trop si on allait le faire un jour, etc. Et voilà, les choses se sont goupillées d'elles-mêmes. Nous sommes là, je pense, encore pour très longtemps. Et voilà aussi, tu es l'un des seuls à faire un peu un Hall of Fame français du catch français. Est-ce que les autres t'ont répondu positivement? Est-ce qu'ils t'ont dit bah non, ça ne marchera jamais? Quelle a été la réaction du métier aussi à ça? Alors la réaction du métier, je ne sais pas, honnêtement. Je ne saurais pas dire quelle est leur réaction. Bon après je pense pas que ce soit négatif. Je vois pas quel motif il pourrait y avoir pour que ça soit négatif. Mais après voilà, dans le peu que je sache, bon, et autour de nous, voilà, c'est bien sûr une initiative qui a été saluée, bien sûr tout d'abord par les anciens catcheurs eux-mêmes. Oui, eux aussi ils avaient vraiment cette envie. Et Jean Corne, est-ce que quand on voit les affiches, quand on t'entend parler, c'est une figure tutélaire de l'ABC en entier? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors Jean Corne, moi c'est quelqu'un qui m'a énormément impressionné parce qu'il est arrivé à l'association en 2010 en nous regardant sur France 3, parce que France 3 était venu faire un reportage lors d'un stage qu'on avait avec Salvatore Bellomo. Du coup c'est comme ça que Jean Corne nous a connus, parce que nous on ne savait pas, je savais qui était Jean Corne, mais je ne savais pas voilà, s'il était en vie, je ne savais pas où il habitait, je ne savais rien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore démocratisés, donc les anciens catcheurs, il n'y en avait aucun qui était sur Facebook. Instagram, je ne sais même pas si ça existait, je ne crois même pas. Donc on avait à cette époque-là aucun contact avec les anciens catcheurs. On ne savait pas comment les contacter. Donc c'est lui qui nous a trouvés pour le coup, qui a pris contact avec nous, qui s'est largement investi dans l'association et qui habitait à ce moment-là donc à Lézignan-Corbière, qui est à 35 minutes de Béziers. Il a pris les choses en main au niveau de l'entraînement, donc c'est lui qui a été l'entraîneur principal, il venait toutes les semaines en faisant la route. Il avait à ce moment-là déjà quand même 73 ans quand il a commencé avec nous. Et ça je l'ai su plus tard après, mais il était à ce moment-là déjà atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne l'a pas empêché quand même de faire tout ce qu'il a fait à l'ABC, c'est-à-dire à la fois d'entraîner, arbitrer et aussi de démarcher pour les galas. Donc après, bon, j'ai vu comment il fonctionnait, c'est-à-dire que par exemple pour les démarches des galas, il notait absolument tout, justement pour être sûr de ne rien oublier.
Donc dès qu'il avait un contact téléphonique, il notait absolument tout. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'il nous a trouvé et organisé des galas qui se sont parfaitement déroulés de A à Z. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours très impressionné, cette force qu'ont les anciens, pas forcément juste les anciens catcheurs, mais je pense les anciens en général. Parce que c'est vrai que faire ça à 75 ans en ayant la maladie d'Alzheimer, certes pas très avancée, mais en ayant quand même la maladie qui est diagnostiquée, etc., c'est quand même, je pense, une performance de dingue. Pour moi, ces gens, ce sont des super guerriers, quoi. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, moi compris, on ne sera pas, enfin on n'est pas comme ça malheureusement. Pour revenir à Jean Corne, il a énormément apporté à notre association, malgré son âge avancé et la maladie. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, les choses qu'il a fait avec ses projets. Et tu as réédité son livre aussi? Oui, on a fait rééditer son livre, donc avec son accord bien sûr. Ça doit être en 2014, il me semble. Ça n'a pas été facile parce que comme son livre a été édité de base en 1974, donc il n'y avait pas de traces informatiques, donc il n'y avait pas de fichier informatique. On a demandé à l'éditeur de l'époque si il souhaitait conserver les droits ou si on pouvait entre guillemets les récupérer. Donc ils nous ont fait un écrit comme quoi ils n'étaient pas intéressés pour qu'on les récupère. Donc en fait c'est moi-même qui ai entièrement retapé à l'ordinateur son livre. J'avais un exemplaire de l'époque, je l'ai entièrement retapé. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a pu le rééditer. Ah ouais, mais je viens de le découvrir en relisant le livre, parce que la littérature catch en France était, il y a 20 ans tout elle était assez inexistante. Maintenant ça va un peu mieux. Il y a eu un gros bouquin sur l'âge d'or du catch français, mais ça reste encore des pépites à aller rechercher. Et donc, merci d'avoir réédité aussi. Sur cet aspect aussi héritage, le style de l'ABC, le style catch, tu dis que tu laisses libre, que les catcheurs sont libres sur le ring, mais il y a ce côté aussi mascotte, ça devient rare. Et des fois on voit bien qu'il faudrait quelqu'un pour exciter le public. Et le fait que les arbitres soient très marqués, soient très mauvais, soient très mauvaise foi, et le fait qu'ils donnent des avertissements. Les cartons et les avertissements, je ne supporte pas en catch. Mais c'est un choix appris, donc ça vient de toi, ça vient de cette idée d'héritage. Alors ça ne vient pas de moi personnellement, donc oui, c'est plutôt effectivement l'héritage. Mais après, comme j'ai dit, c'est vrai qu'à l'ABC on est relativement dans un esprit où on laisse une grande liberté aux catcheurs. Et c'est vrai que voilà, concernant du coup l'arbitrage, bon, les cartons, ça nous on n'a pas. Après c'est vrai qu'on a les avertissements qui sont relativement rares, mais voilà, on en a eu un hier. Mais voilà, nous l'association Mitterrand de catch, on s'est dit une organisation, en fait on ne souhaite pas se prendre la tête, on est là pour prendre du plaisir avant tout en faisant les choses très sérieusement bien sûr. Mais voilà, et en restant bien sûr aussi dans cet aspect d'héritage qui est pour nous très important. Et un match que vous avez fait il y a une dizaine d'années aussi maintenant, digne d'un musée aussi, c'est le Johnny Saint contre Claude Roca. De ce que j'ai entendu, la foule a très bien réagi. Comment comment tu as lancé l'idée et qu'est-ce que tu en as comme souvenir maintenant? Alors c'était le 9 juillet 2011, donc c'était la deuxième édition du Festival international de catch. C'était la même année où il y avait Kevin Nash d'ailleurs. Ils s'étaient déjà affrontés l'un contre l'autre l'année d'avant chez nous. Mais avant ça, ils ne se connaissaient même pas. Ils s'étaient jamais croisés sur un gala, même à l'époque. Alors que par contre, Johnny Saint et Jean Corne, eux, se connaissaient depuis longue date et avaient fait des dizaines de dates ensemble, que ce soit en France comme en Angleterre. Mais c'est vrai que déjà, c'était assez exceptionnel que deux grandes auras comme Claude Roca et Johnny Saint, et qui catchaient depuis des décennies, ne se connaissaient absolument pas, ne s'étaient jamais croisés. Ça, c'était déjà assez incroyable. Donc ils avaient déjà fait 2 matchs chez nous en 2010. Sur des shows beaucoup plus petits. Et là, c'est vrai que pour les arènes de 2011, quand on a programmé les deux, on s'est dit avec Jean Corne, voilà, il faut faire ce match aux arènes de Béziers, qui
qui a été encore mieux que les deux précédents qui étaient déjà très bien, et dans un style tout à fait unique, hein, et adapté au style de Johnny 5 donc. Et là aussi c'était une performance vraiment incroyable parce qu'entre les deux catcheurs et l'arbitre, il y avait, si ma mémoire est exacte, 213 ans sur le ring. C'est-à-dire l'âge cumulé des trois, ouais, faisait 213 ans sur le ring. Donc oui, je crois qu'à ce moment-là, Johnny 5 avec 70 ans, Jean Corne devait en avoir, je ne sais plus, peut-être 75, et Johnny 5 était dans la soixantaine, approché les 70 aussi. Et c'était vraiment un match exceptionnel, et la plupart des gens ont qualifié le match comme le match de la soirée. Alors qu'on avait aussi de grosses stars à côté, voilà, on avait Johnny Storm aussi, on avait Joe Legend, on avait vraiment de quoi. Et c'est vrai que Claude Roca, Johnny 5 est un match qui a beaucoup marqué les gens. Sur YouTube, on voit, il n'y a pas une grosse présence et il n'y a pas de caméra, j'ai pas eu de caméra hier. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un manque technique sur le fait? Parce que maintenant on a une plateforme Catch Plus, il y a BZW, enfin il y a d'autres fédérations qui ont leur plateforme ou leur chaîne YouTube. Donc de ton côté, est-ce que c'est parce que ce jour-là il n'y avait pas ou tu as une volonté de garder quand même? Alors c'est effectivement un point faible de l'association des terrasses de catch. Disons que comme on est de base donc un peu vieille école, donc c'est pas quelque chose qu'on a nous de base, je veux dire c'est pas inné chez moi de faire ça. Se dire réflexe. Voilà. Mais après bon, c'est aussi quand même un manque technique, mais c'est quelque chose voilà, auquel on pense là depuis déjà plusieurs mois et qu'on a prévu d'améliorer au cours notamment l'année prochaine. Pour les 20 ans, faire ça beau. Notamment. Comment tu as eu l'idée? Est-ce que tu t'es pas dit, mais je deviens un mégalo là, qu'est-ce qui m'arrive de prendre une salle de 14 000 places? Alors, ou est-ce que c'était une volonté quand même de se dire, merde, on a ça, le catch c'est les gladiateurs modernes, allons-y. Alors les arènes de Béziers, c'est un gala vraiment grâce à mon père, pour le coup, notre président Max Soulier. C'est lui qui a eu l'idée. Moi je me souviens ce que j'ai répondu ce jour-là, j'ai dit mais la mairie de Béziers ne nous donnera jamais l'autorisation. On est trop petit, enfin, je crois qu'on existait à ce moment-là depuis, puisque la première édition était en 2010, l'association a créé en 2006. Ouais. Donc quand on a fait la demande, ça va être en 2009, donc l'association n'avait que 3 ans. On avait fait que très peu de galas, on était donc très peu connus, on n'avait encore rien fait dans le catch. Et moi je ne voyais pas la mairie de Béziers en fait, nous donner l'autorisation seulement déjà de faire un gala en ce lieu. Donc mon père a poussé pour qu'on fasse la demande, m'a demandé d'écrire le courrier au maire, donc je l'ai écrit en présentant les choses telles qu'il me les a indiquées. Et on a reçu la réponse qui a été un grand oui, à mon grand étonnement. Et après de là, donc c'est enchaîné la mise en place du premier festival international de catch. C'était le 3 juillet 2010. Alors, tu vois, je me souviens de certaines dates précises. Et ça a été une très grosse organisation. Hein. Oui, parce qu'il y a un oui, mais maintenant, on y est, comment on fait? Voilà, le premier, bon après voilà, avec les années on a l'habitude de le faire, mais le premier c'était vraiment une grosse organisation technique, ça a été tout un tas de rendez-vous à la mairie de Béziers, sur place. Il fallait faire un plan de où allait être situé le ring, où sont les gens, commission de sécurité, un dossier interminable, la note interservice de la mairie de Béziers qu'on me fait passer en copie. Elle est impressionnante et je me suis rendu compte qu'il y avait, je crois, une douzaine de services de la mairie de Béziers qui intervenaient directement ou indirectement sur le gala. Après, bon, c'est des choses que les gens ne pensent pas forcément, mais par exemple, voilà, le service de la collecte des ordures, ben, c'est un service qui intervient sur le gala aux arènes de Béziers parce qu'ils vont livrer des conteneurs pour la poubelle. Voilà, c'est tout con, mais ce sont des choses auxquelles il faut penser. Parce que voilà, forcément, il y a une buvette, il y a des déchets, il faut des poubelles pour pas que tout soit pourri. Ça va de soi. Et c'est comme ça qu'on monte une douzaine de services qui interviennent pour qu'un gala se réalise et se réalise dans de bonnes conditions. Et surtout en ce lieu qui est un lieu effectivement pouvant contenir jusqu'à 13 000 personnes et qui est considéré comme un lieu de spectacle donc de catégorie numéro 1, au même titre que l'Arena, Paris-Bercy, tout ça.
quelle est la réaction des catcheurs de ton roster de jeunes catcheurs français la première fois que tu leur as dit on y va? La pression, la pression, le stress. Et j'ai envie de dire, pas forcément que les jeunes catcheurs, mais aussi même les noms qu'on fait venir, ou même des gens qui sont dans le milieu depuis X années, notamment Claude Roca. Claude Roca qui a fait pas mal de matchs aux arènes de Béziers me disait que voilà, les arènes de Béziers c'était quand même une osmose différente et que malgré les 50 ans de carrière qu'il avait derrière lui et les milliers de matchs qu'il a fait, voilà, les arènes de Béziers il avait le stress quand même. Voilà, et que c'était un gars hors norme et relativement différent des autres qu'il a pu connaître dans sa carrière. Alors que pourtant il a fait des salles comme l'Élysée-Montmartre qui étaient pleines à craquer, etc. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, le cadre qui fait que les arènes de Béziers, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est aussi ce que saluent les catcheurs américains qu'on fait venir, voilà, ne serait-ce comme PJ Black et Mickey James. On a déjà fait des remarques là-dessus concernant le cadre des arènes de Béziers. On va venir justement au roster et à tous ceux qui sont passés déjà par le ring ABC. Les Français, donc on a Deadmas, Crixus, l'équipe franco-portugaise, l'équipe des Bouchers. Comment tu présenterais, comment tu sens ce roster franco-français déjà? Alors, en fait, c'est vraiment un public très, très varié dans le roster qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, des moins jeunes. Voilà, Lucas Toumazé qui a tout juste 22 ans. Chris Random, Rodolphe et Losbat, le boucher Mika, qui ont 45 ans, il me semble. C'est-à-dire plus du double de l'âge de Lucas pour le coup, voilà, et qui sont en âge d'être son père. Mais voilà, c'est une mixité qui est très bien, qui est pour le coup très bel esprit, ils s'entendent tous très bien. Et ça aussi, je trouve ça génial et je pense que c'est une richesse qu'on a à l'ABC, voilà, d'avoir cette variété. Et dans leur richesse, ils acceptent aussi les cosplays. Parce que dans le milieu du catch, il faut montrer son ego d'abord, se mettre un masque, c'est pas forcément ce que tout le monde apprécie. Il rentre dedans dans l'idée aussi de cosplay, bon enfant, bon esprit. Ah oui, il s'éclate avec ça. Voilà. La première fois que Miko, donc Losbat, a fait Mario, il était un peu dubitatif, il n'y croyait pas forcément et il a vu que ça marchait super bien. Et du coup maintenant depuis il prend un très grand plaisir à faire ça à chaque gala cosplay qu'on peut avoir et aussi à certains campings, puisqu'à certains campings c'est plutôt du coup Mario qui catch. Le public des campings est un public justement de vacanciers qui est là juste pour passer un bon moment. Et c'est vrai que Mario c'est quelque chose qui est très porteur dans les campings pour le coup. Donc dans les campings le plombier marche mieux que le boucher. Le boucher marche très bien aussi, mais disons que Mario c'est vraiment l'explosion totale. Surtout les big names, tu as eu Gail Kim, Kevin Nash, Mickey James, PJ Black, Chavo Guerrero, Alberto Del Rio, Dave Harry, et j'en oublie certainement, parce que ça, avec les années, ça fait un bon paquet quand même. Et le premier que tu as contacté qui a dit oui, c'était qui et qu'est-ce que ça t'a fait? Alors c'était donc Kevin Nash pour la deuxième édition, l'édition de 2011. La première édition 2010, on va dire, c'était vraiment un test et le main event c'était Jody Flesh contre Johnny Storm. Et à partir de la seconde édition, on est monté un cran au-dessus et ouais, avec Kevin Nash et Johnny Singh. En 2012, c'était Chavo Guerrero et Dave Harry. Ouais, c'est vrai que voilà, donc, en fin de compte, le premier vraiment gros nom, c'était Kevin Nash et Johnny Singh. Mais ça s'est fait vraiment relativement simplement, je serais tenté de dire. Et pareil, voilà, Kevin Nash, j'en ai un excellent souvenir, aussi un garçon très bel esprit, très ouvert, très simple. Ça a été un régal de recevoir à Béziers, comme tous les autres. Et pour Johnny Singh, voilà, je pense que c'était vraiment, par contre, par rapport à Jean Corn, comme ils se connaissaient de base voilà, de l'époque, ils avaient lutté pas mal de fois ensemble. C'est Jean Corn du coup qui l'a contacté. Et c'est comme ça que Johnny Singh a intégré le roster de l'ABC à 70 ans. Voilà, parce que voilà, il arrivait à un âge en fait où il ne
prenait pas tous les bookings, loin de là, il faisait vraiment 3-4 matchs dans l'année. Et c'est vrai que l'ABC, on a été des gros privilégiés parce que sur les 3 matchs qu'il a fait dans l'année, il y en avait 2 à l'ABC et une dans une fédération anglaise. Oui, en France, ces 40 dernières années, il n'a pas dû catcher ailleurs qu'à l'ABC. C'est ça, tout à fait. Et Kevin Nash, quand on a 22 ans, tu avais 22 ans à l'époque, tu regardes le catch depuis 10-12 ans, tu as grandi en voyant Kevin Nash et en sachant qui il était. Première fois que tu le vois, ou la première fois qu'il te répond. Ah bah c'était quelque chose, j'étais impressionné, surtout que c'est moi-même qui suis allé le chercher à l'aéroport de Montpellier, c'était à ce moment-là. Moi en plus j'étais vraiment un gros fan de la WCW, c'est là que j'ai connu le catch dans les années 99-2000 sur RTL9 là, qui diffusait la WCW. Ouais, d'ailleurs je n'aimais que ça, la WF, après j'ai vu sur Canal+, mais j'accrochais beaucoup moins. Et voilà, Kevin Nash, ça fait vraiment des catcheurs que j'ai découvert au début, donc pour moi c'était vraiment exceptionnel d'avoir un homme comme Kevin Nash. Et Ultimo Dragon aussi d'ailleurs, voilà, c'est par rapport à WCW. Est-ce qu'il y en a encore que tu rêves d'avoir? Bah, disons que vraiment le gros rêve que j'ai, c'était de faire venir Sting. Mais c'est compliqué, voilà, maintenant il ne catche plus. Ça avait failli se faire, je sais plus en quelle année, si c'était 2015, 2016. Mais après il y avait un souci de calendrier. Mais voilà, Sting c'est vraiment le très gros nom, quasi inaccessible. Et c'est un regret de ne pas avoir réussi à l'avoir eu après. Bon, c'est peut-être pas. On l'aura peut-être un jour, mais malheureusement, a priori pas pour catcher. Et maintenant, donc, ça t'a fait des relations amicales, même avec Mickey, tu dis ça avec Mickey James et Ultimo Dragon. Donc, est-ce qu'ils sont accessibles, ces gens de là-haut? De ce que tu nous dis, ils ont l'air vraiment humains. Oui, très accessible, très humain, très simple. Voilà, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, quand Ultimo Dragon m'a reçu au Japon, c'était en toute simplicité et sans que je ne demande absolument rien. Mickey, c'est exactement le même type de personne et je serais tenté de dire aussi, voilà, de manière générale, tous les gros noms qu'on a fait venir sont tous des gens comme toi et moi, tout simplement. Oui, parce que hier, j'étais juste un peu déçu de ça, que les gens du public ne connaissent pas Ultimo Dragon, mais c'est 35 ans de carrière, c'est la Dragon Gate, c'est 1000 titres dans sa vie, c'est quand même ok. Voilà, disons que oui, ils connaissent en fait les périodes WWE, et voilà, Dragon a été notamment quand même à la WWE, mais c'était je crois entre 2003 et 2004. Dans le public d'hier, il devait y avoir forcément des gens qui n'ont connu le catch qu'après le passage de Dragon à la WWE. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très dommage de ne pas connaître une légende comme Ultimo Dragon, mais voilà, c'est compréhensible par le fait que son passage à la WCW et à la WWE date un petit peu. Ah voilà, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, merci beaucoup. Merci à toi, et tu ne m'embêtes pas du tout. Aucun souci. Et puis peut-être l'année prochaine pour les 40 ans. Les 20 ans. Les 20 ans, oui. Les 40 ans, encore 20 ans de ça. Mais on y viendra, on sera toujours là. Merci beaucoup. Merci à toi.